YouTube créé par Jamie pendant le confinement pouvait rencontrer son public, pouvait avoir du succès. Ça n'a pas été le seul succès de l'année. Il y a un autre exemplaire d'un magazine qui s'est extrêmement bien vendu cet été. 400 000 exemplaires pour le magazine Society sur un fait divers, sur Xavier Dupont de Ligonnès. Alors pourquoi ça a marché? Quelle a été la raison de ce succès? On va avoir quelques éléments de réponse avec le patron de Society, le patron de Sopress, qui s'appelle Franck Hanez. Carte blanche. Le Covid a été un truc dingue pour nous. En fait, quand ça s'est passé, déjà, on l'avait un peu sous-estimé. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on allait devoir vivre confiné. En quelques minutes, on a l'impression de perdre 20 ans de travail. Donc c'est assez abyssal. On regarde le truc, on se dit waouh, on va jamais s'en sortir. En plus, se greffait à cela la crise de Presstalis. Donc c'était encore plus compliqué puisqu'on savait qu'on allait fabriquer des magazines, qu'on n'allait pas recevoir l'argent, qu'il n'y aurait plus d'annonceurs. Nous, on a un magazine de foot, donc très dépendant de l'euro. Il n'y avait plus d'euros. Donc bref, tout s'écroulait un peu en quelques minutes. Et puis finalement, on s'en est plutôt très bien sorti, en tout cas en termes de RH et de management. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés tous les uns les autres confinés et très vite, les idées ont afflué. Il y a eu l'envie de faire une newsletter sur Society qui a cartonné, qui s'appelle la newsletter des confinés. Donc on a fait énormément d'initiatives comme ça, très digitales d'ailleurs, pas très print, contrairement à ce qu'on pourrait penser de Sopress. Et ça a développé plein d'idées. Il y a une énorme mobilisation des différents corps de métier ici, que ce soit les journalistes, les DA, etc. Et on a sorti nos numéros. En fait, on a fait le choix, qui était un choix assez particulier, de se dire on n'arrête pas la parution. En fait. Il y a plein de magazines qui ont arrêté de paraître parce qu'ils savaient qu'ils ne reverraient pas les recettes de leur parution. Et nous, on s'est dit il faut qu'on continue à fabriquer, il faut qu'on continue pour deux raisons. Pour les lecteurs et lectrices, d'une part, parce qu'on ne voulait pas rompre le lien qui est assez fort qu'on a avec eux. Et puis pour les marchands de presse, parce qu'on se disait que si nous et d'autres, on arrêtait de paraître, les marchands de presse allaient mourir, puisqu'ils n'auraient plus rien à vendre. Or, ils restaient ouverts pour une grande partie d'entre eux. Et il fallait qu'on puisse faire en sorte que la presse ne meure pas par le bas, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il n'y a plus les derniers étages et que le dernier étage il meurt, la fusée ne décollera jamais. Donc du coup, il fallait absolument qu'on abreuve les marchands de presse, qui d'ailleurs se vendaient plutôt bien, sauf qu'on n'envoyait pas les recettes. Mais on a fait des coutures qui ont relativement marqué le moment, qui ont été primées d'ailleurs récemment, et qui nous ont permis entre guillemets, de reprendre une sorte de position intéressante de magazine qui sent un peu l'époque. Paradoxalement, on n'avait pas assez vu venir le Covid, mais quand on l'a compris, on l'a plutôt bien analysé, je crois, et on a bien compris les enjeux pour la population de ce genre de crise sanitaire. Et donc on a fait notre magazine comme ça pendant 2 mois en confinement, tous les uns chez les autres. Moi, je sortais une fois tous les 12 jours pour faire des courses. C'était assez particulier. Je vivais dans 20 mètres carrés, dans un appartement en travaux. Enfin, c'était très, très spécial. Je peux bouger le cul de mon canapé pendant 2 mois. La particularité, c'est que c'était pas un télétravail habituel en fait. C'était une sorte de télétravail forcé et donc une sorte de télétravail enthousiaste. C'est-à-dire qu'il y avait comme une sorte d'instinct de survie en fait qui animait les différents journalistes. Et donc du coup, c'était hyper facile de mobiliser tout le monde. On se parlait tout le temps. Il y avait une énergie qui était incroyable. On arrivait quand même à faire quelques sujets en reportage, etc. Enfin, on se déplaçait quand même un petit peu. On n'allait pas très peu hors des frontières de France, mais à la limite, c'était pas le sujet, puisque finalement, là où d'habitude on est quand même très international, pendant cette période-là, il y avait quand même un souci très franco-français de comment le pays vivait cette crise sanitaire et comment le pays allait se relever de cette crise sanitaire. Donc nous, on était vraiment proche du terrain et de la population française à ce moment-là. Donc on voyageait en France et moins à l'étranger par rapport à d'habitude. Et ça se passait très très bien. L'après-Covid, enfin
L'après-confinement, et non l'après-Covid, puisqu'on est encore dans le Covid, mais l'après-confinement a été un peu plus compliqué, parce qu'il y a une espèce de petite période, un petit sas comme ça de 15 jours, où c'était télétravail, mais en même temps, on pouvait revenir au bureau, mais en même temps, c'était un peu bizarre. Et donc, nous, on disait aux gens, ne revenez pas au bureau, parce que bon, voilà, il faut prendre encore un petit peu des mesures de sécurité sanitaire. Et là, par contre, l'énergie redescendait un peu. C'est-à-dire que là, on se retrouvait dans une sorte de vrai télétravail. Et nous, c'est pas du tout la culture d'ici, en fait. C'est particulier ici parce qu'il n'y a pas d'horaire. Donc, tu peux ne pas venir au bureau du tout. Il y a des gens qui sont en CDI ici, ils ne sont jamais venus au bureau. Ça ne me pose aucun souci. Mais quand on force les gens à travailler de chez eux et que c'est pas pour une cause, enfin, et qu'en tout cas, ils estiment avoir la possibilité de venir travailler au bureau, l'espèce d'obligation inverse comme ça, chez nous, ça ne fonctionne pas, en fait. SoFoot est assez particulier parce que c'est un magazine de foot, il n'y a plus d'euros, il n'y a plus de foot du tout, et on a quand même des parutions mensuelles, et pire, on a un site internet quotidien. Le magazine mensuel, c'est pas très compliqué parce qu'on n'est pas sur l'actu du foot, donc on arrive quand même à avoir quelque chose qui existe et à faire un petit peu de nostalgie d'un côté, un petit peu de prospective de l'autre, et puis expliquer aussi les enjeux de ce qui se passe, puisque c'est un magazine de foot qui raconte la société avant tout. Donc on est très vite dans une position de raconter qu'est-ce que c'est que le foot sans foot, qu'est-ce que c'est que des matchs à venir sans public, etc. Est-ce que c'est vraiment du foot? Donc on arrive à traiter le sujet assez facilement. Par contre, sur le site, c'était super compliqué, parce qu'il fallait inventer tous les jours de quoi nourrir un site avec 60 articles quotidiens sans foot. On en faisait un petit peu moins du coup, mais on a fait les meilleures audiences de l'histoire du site, en fait. Alors, il n'y avait pas d'annonceurs, c'est con. Ils n'ont pas pu en profiter, et puis nous, on n'a pas pu en profiter économiquement. Mais c'était les meilleures audiences du site, meilleures que pendant la Coupe du Monde 2018. Notre secret a été de chroniquer la vie à la manière de SoFoot, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est dit, puisqu'il n'y a plus de foot, mais que SoFoot existe, on va raconter la vie à la manière de SoFoot. Et notamment, on faisait des lives de Koh Lanta. Et on racontait Koh Lanta comme on raconte des matchs de foot. Et ça a été un phénomène. C'était incroyable. C'était des millions de gens qui se connectaient en même temps sur le site pour regarder les notes qu'on mettait aux concurrents de Koh Lanta, etc. Donc c'était assez rigolo, en fait. C'est une manière de se dire, bah voilà, on nous enlève notre sujet, mais on va continuer à traiter la vie à la manière de la façon dont on traite le football. So Good, ça devait se lancer en mars. En mars, oui, en mars d'ailleurs, comme on lance quasiment tous nos magazines, en fait, donc on lance souvent en mars par superstition. Et il se trouve que en mars, on était tous chez nous, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et donc du coup, on s'est dit que c'était pas une bonne idée de lancer un magazine quand même en mars. Et on a repoussé un tout petit peu, on est sorti juste après le confinement, donc en plein Covid. Et finalement, la période, alors sans cynisme, était très porteuse pour un magazine comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est typiquement le magazine qui répondait à une espèce d'angoisse de l'époque, qui était de voir tout noir ou gris. Et là, tout à coup, il y avait un magazine qui disait regardez, il y a des gens qui font avancer le monde et tout n'est pas perdu, il y a des solutions, il y a des choses qui bougent. Même les grandes entreprises essaient de bouger, etc., etc., etc. Donc il y avait une espèce de dynamique hyper favorable à ce genre de magazine. Et là, on va voir comment ça marche. Alors, le premier numéro a évidemment très bien marché. On va voir comment marche le deuxième numéro. On lance là le 24 septembre. Donc, on verra s'il y a toujours une espèce de mouvement de fond à ce sujet, mais j'ai l'impression que oui. Society, il y a eu deux périodes. Il y a une période pendant le Covid où vraiment on s'est attaché à raconter ce que c'était que la société sous confinement, essentiellement. Et puis, post-confinement, on a essayé un peu d'ouvrir tout ça, et on avait un sujet qu'on avait envie de traiter depuis très longtemps parce qu'on avait beaucoup d'informations sur le sujet, qui était Xavier Dupont de Ligonnès. On avait prévu de le lancer en fait en avril au départ, et puis le Covid a fait qu'on ne pouvait plus
lancer ce genre de numéro, c'était plus le sujet, en fait, ça correspondait à rien, c'était complètement hors sol si on le lançait en avril. Donc du coup, on l'a repoussé à l'été, en se disant que c'était une bonne période et que les gens auraient besoin d'avoir un sas de décompression après le confinement et après les angoisses covidales. Et ça a été un carton bien plus que ce qu'on imaginait, parce que on s'attendait à ce que ça marche bien, mais c'était 250 000 signes, c'était 80 pages quasiment. Enfin, c'était un peu un gros bousin à lire, assez intimidant potentiellement. Et en fait, on se rend compte que les gens, ils n'ont pas peur de lire en fait. Et on va en vendre 400 000. Et c'était un raz-de-marée. Et le confinement a joué déjà dans le report de la date, puisque forcément on s'est retrouvé à éditer l'été. Mais ça a joué aussi, j'ai l'impression, dans le fait que pendant le confinement, il y a eu quand même un retour de la lecture. Et je pense que les libraires diront la même chose, que les marchands de presse diront la même chose. Il y a quand même une espèce de sursaut post-confinement où tout à coup on réachète de la presse, on relit, parce que ça a été 2 mois pendant lesquels les gens ont repris le temps de faire des choses qui étaient, je trouve, plus essentielles, c'est-à-dire lire, réfléchir, penser, etc. Et être moins dans l'espèce de flux quotidien, métro, boulot, dodo, qui les habite habituellement. Et là, tout à coup, comme ils étaient privés au moins de métro, souvent de boulot, bon, ils n'avaient plus que le dodo. Au bout d'un moment, le dodo, ça ne suffit pas. Donc, il y avait quand même une espèce de volonté de se nourrir un peu l'esprit. Et ça a, je pense, joué aussi dans le succès du numéro. C'est-à-dire qu'on était dans un contexte très favorable aussi pour de la lecture longue et pour faire en sorte que les gens soient capables de s'avaler 250 000 signes d'un article, quoi, ce qui est jamais facile. Et après, évidemment, le sujet était très porteur et les journalistes qui ont bossé dessus ont été super bons, et notamment Pierre qui a écrit le papier a su lui amener un souffle et faire en sorte que les 250 000 signes ne se sentent pas, quoi. L'avenir est complexe parce que d'un côté, il y a des signes très encourageants qui sont ces signes d'intérêt nouveau, enfin d'intérêt, pas nouveau, mais d'intérêt renouvelé pour la lecture, ces signes de volonté, notamment des marchands de presse, d'exister et de montrer que c'est des gens importants. Je pense que la population française et l'État a pris conscience que les marchands de presse existaient et qu'ils avaient un rôle dans la société et qui était un rôle aussi de lien social en plus du rôle d'informer. Et donc cette prise de conscience est quand même hyper encourageante et on se dit qu'on peut bâtir quelque chose là-dessus. Et à côté de ça, on a vu s'effondrer pendant la période de confinement tout un système qui est le système de distribution de la presse, qui est un système archaïque qui vivotait depuis longtemps, qui était sous perfusion de l'État et des éditeurs depuis longtemps aussi, et dont on voit bien qu'aujourd'hui il est arrivé à bout en fait. Je pense qu'en 2023 il va y avoir une ouverture du système de distribution de la presse a priori. Si on arrive à tenir jusqu'en 2023, en 2023 il y aura des chances de trouver des solutions alternatives. Sinon il va falloir je sais pas, inventer un système ultra intelligent où tout le monde s'y retrouve.